Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, nouveau journal de vlog, le 22e je crois. Ah oui, et puis je sais plus qui m'a dit, les journaux de vlog en fait c'est juste des réponses à des questions. Pas du tout. En fait, les journaux de vlog c'est n'importe quoi, c'est le journal de bord en fait. Hein, mais donc le jour où j'aurai plus personne qui me posera de questions, je parlerai de conneries. Enfin, je le fais déjà, hein, mais bon. Mais ça sera pas la fin des journaux de vlog. Alors là, les questions, j'en ai eu beaucoup, beaucoup. Alors merci, hein, parce que franchement, ouais, c'est vraiment génial. Et en plus, vous me posez des questions. Vous avez ça, et maintenant tout le monde a bien compris la niche, le concept vraiment de la chaîne, qui est Nawak. Voilà. Donc les questions, ça part dans tous les sens. C'est absolument génial. Moi, j'adore. Donc bon, bref. Mais alors vraiment dans tous les sens. Hein, vous allez voir. Rien que là, c'est une fournée de ouf. Je voulais commencer par, par les achats. Alors les achats, je ne sais pas trop, j'ai pas fait grand chose. Ah si, putain, j'ai enfin reçu ce que j'avais commandé aux États-Unis. Je vous en avais parlé dans la vidéo du Heavy Metal. Ça a mis un peu de temps à venir, finalement pas tant que ça. Je suis trop content. Vous allez voir que c'est une commande importante et un achat intelligent, raisonné et de qualité surtout. Puisqu'il s'agit de la figurine d'Axl Rose. Voilà, version tête de mort comme sur Appetite for Destruction. Et voilà, je vous montre comme ça. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Peut-être le foutre là. Hop, hop. C'est Funko qui fait ça. Donc c'est pas des Funko Pop, mais c'est Funko qui fait ça. Et il y a plein d'artistes différents. Il y a Slash d'ailleurs, mais il y a aussi Snoop Dogg, des trucs comme ça, etc. Mais Axe Rose, je l'ai trouvé trop mortel. Et voilà. Et ceux qui se souviennent, voilà, c'est effectivement la pose tout en cuir avec perfecto, bandana, lunettes de soleil que je vous avais montré. J'avais retrouvé la photo l'autre jour. Sinon, je vais passer au film que j'ai vu récemment. Alors, franchement, il y en a quelques-uns. Je voulais en faire éventuellement des fast cam là, mais non. Alors, j'ai vu Sharper, là, donc le truc avec Julianne Moore. Je vais même pas vous faire des résumés en fait. C'était ultra décevant. Donc, ces façons manipulation semi-humoristique, mais qui manipule qui, mais qui est le plus rusé. Donc, avec des twists. Réellement, t'as un twist toutes les 20 minutes. Je sais plus combien de temps ça dure. C'est insupportable. Donc voilà, donc au bout du 4e twist, on n'a plus rien à battre. Mais en fait, qui a entourloupé qui, etc. Et voilà, et c'est vraiment bidon, mais bidon, bidon, bidon. C'est une grosse déception. Hein. Alors vraiment, en plus, j'adore Julianne Moore. Ah ouais, et c'est avec l'acteur qui, j'oublie son nom, j'ai honte, mais c'est pas une méga star non plus, ceci dit, qui jouait très bien Tommy Lee dans Pam and Tommy. Alors, ceci dit, je dois dire que c'est un peu le même jeu qu'il a là. Donc voilà, ça m'a un peu frappé parce que je me suis dit, je sais pas, les mimiques, tout ça, bon, c'est peut-être les mimiques de l'acteur. Hein. Bref, en tout cas, énorme déception. Je n'avais pas des attentes de ouf non plus, mais c'était quand même nul. Dans leur ombre, c'est une femme de couleur, je sais pas si c'est important dans l'intrigue, qui va extrêmement mal avec un mari et 2 enfants qui n'en peut plus du tout, ils sont quasiment à la rue, enfin c'est atroce. Elle va disparaître. Et on va la retrouver des années plus tard dans une banlieue cossue. Alors ça fait un peu bourgeoisie de ouf, où tout le monde fait semblant d'être heureux. Et où surtout elle est riche puisqu'elle a épousé un homme riche. On réalise qu'elle fait beaucoup d'efforts, qu'elle ment beaucoup sur sa personnalité, triche pas mal sur son apparence aussi. Et voilà, et tout va bien, globalement en surface, mais on sent quand même que ça peut s'effriter très vite. Et tout d'un coup, suite à un événement que je ne vais pas vous spoiler, ça part en sucette. Et alors, ouais, non, j'étais un peu dur. En fait, c'est léger, faut regarder ça, mais c'est beaucoup mieux que Sharper, par exemple. Ce que j'ai bien aimé, en fait, dans ce film-là, donc voilà, donc là, on va être vraiment dans des mensonges, des trucs secrets, cachés, révélés, comment gérer tout d'un coup la merde qui remonte à la surface. Vers la fin, ça devient un peu grotesque, je le dis sincèrement, et je me suis dit, mais cette fin va être ridicule, c'est pas possible. Et la toute fin, c'est génial. La toute fin, je m'y attendais tellement pas. Je faisais déjà des pronostics en mode je suis sûr que ça va se terminer comme ci comme ça. Et putain, je me suis fait avoir de ouf. J'ai adoré. Hein, j'allais vous dire en fait un truc, mais ça va vous donner un indice sur le ton de la fin. Donc non, je vais fermer ma gueule. Et voilà. Donc à la limite, enfin si vous deviez en regarder un, tenter plutôt dans leur ombre, c'est bien mieux que Sharper sur ce Netflix. Et je vais terminer. Enfin, je termine pas, pardon. Mais je vais poursuivre avec un autre film Netflix, We Have a Ghost, donc qui est sorti il y a très peu de temps avec le type qui était dans Stranger Things. Et là c'est vraiment pas bon. Mais alors là c'est vraiment pas bon du tout du tout. Ça se veut teenage enfant même, hein, quasiment. Hein. Mais ce qui est pas un problème pour moi.
Sauf que là, c'est vraiment médiocre. C'est très 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 médiocre. Et puis alors, il y a un couple et 2 enfants et ils emménagent dans une demeure qui a été abandonnée récemment pour cause de possession. Enfin de voilà. Mais nous on le sait, mais en fait eux ne le savent pas. Mais c'est vraiment pas cher, dis donc. Enfin voilà, le truc ultra cliché. Ils emménagent et très vite, le plus jeune des 2 gamins, qui est ado, hein, va se retrouver nez à nez avec le fantôme de la maison. Et là, ça commence à devenir vraiment compliqué. Ça pille 1 milliard de films, hein. Mais tranquille de ouf. C'est un croisement entre Fantôme en fait, comment s'appelait l'autre truc là aussi avec Eddie Murphy et Casper aussi. Putain, mais Casper avec une calvitie donc et une tenue de merde. Et c'est très mauvais, c'est très vulgaire, mais vulgaire pas vulgaire choquant, hein, vulgaire dans le sens où rien n'est soigné, c'est vraiment bidon quoi. Je parle vraiment de l'écriture. Visuellement, bah, ça rend un hommage au film des années 90, c'est très réussi. Le fantôme c'est totalement... Enfin, on croirait vraiment un film des années 90. Donc voilà, il traverse les murs et ça fait splouf avec des... Enfin, bon. Voilà, la fin est niaise de ouf, comme pouvez-vous en douter. C'est vraiment très 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 médiocre. Et la surprise de taré, c'est que ça dure plus de 2 heures. Mais pourquoi faire, t'as envie de dire. Vraiment pourquoi faire. J'ai regardé aussi un film d'horreur qui s'appelle Carnifex, dont j'attendais pas grand chose. Et ça tombait bien parce que j'ai pas eu grand chose à part que la créature est à hurler de rire. Voilà, si en fait c'est peut-être le premier film, en tout cas depuis très très longtemps, où la créature qui est censée t'effrayer est drôle à regarder. C'est vraiment un problème de design. Mais la première fois que je l'ai vu, enfin qu'on la voit bien, parce qu'en fait au début, alors donc en gros, fait vraiment court, parce que si je commence à vous faire les résumés détaillés de tous les films, ça va prendre 1 heure. C'est une équipe de personnes qui se retrouvent en fait coincées dans la forêt. Ils sont là pour censés explorer rendre compte en fait de la nature sauvage, les espèces, tout ça. Donc c'est vraiment là, on est vraiment dans des zones ultra sauvages et voilà. Et tout d'un coup, alors qu'ils se disent entre eux, oui, que le seul truc potentiellement dangereux dans ces forêts-là, bah, c'est l'ours, hein, évidemment. Ils vont se retrouver avec sur le dos une créature qui serait la fusion de 2 animaux. Alors je vous dis pas pour vous laisser la surprise si jamais vous regardez. Et quand tu vois la bestiole, elle est vraiment tout sauf flippante. Et vers la fin, bien sûr, alors c'est ultra cliché aussi, ça respecte tous les codes de ce genre de film. Au début on la voit pas, après on la voit à peine des petits bouts, après on la voit mais vraiment un dixième de seconde, et vers la fin on la voit complètement. Et quand tu la vois complètement, c'est compliqué. C'est compliqué de pas rire, je veux dire, voilà. Donc c'était à chier, c'est dommage. C'est très dommage. Un truc qui était pas à chier par contre, un docu que j'ai regardé sur Netflix aussi, décidément. Pamela, je sais plus quoi, ça s'appelle, ou Pamela tout seul, je sais plus, c'est sur Pamela Anderson. C'est vraiment sans prétention, c'est cette femme qui parle de sa carrière, de sa vie, et de où elle en est aujourd'hui. Alors c'est pas hyper glorieux, hein, mais elle cherche pas à le cacher quoi. Et au final c'est assez touchant. Voilà, j'ai lancé ça comme ça et j'ai vraiment apprécié. Je suis pas du tout passionné par cette personne, mais bah, je connais comme tout le monde un peu voilà son triomphe à toute fin des années 80 puis les années 90 surtout avec Alerte à Malibu, le bid monumental de Barb Wire et puis bah, Tommy Lee, la sextape, tout ça. Donc tout ça c'est abordé. On voit aussi ses enfants, enfin leurs enfants, donc Tommy Lee et elle-même. Alors par moments, du coup, c'est presque malaisant. Voilà, elle sort des vannes qui tombent à plat, enfin, et elle a des raisonnements assez étranges par moments, même par rapport à son image physique d'aujourd'hui, donc hein, c'est pas le pied. Et puis surtout, bah, on se rend compte que, enfin, on le pressentait un peu, hein, mais ouais, elle est toujours, enfin, elle sera toujours jusqu'à sa mort, quoi, amoureuse de ce mec, Tommy Lee. Et c'est très dur pour tous les maris suivants. Et d'ailleurs, enfin, ça je vous le spoil, mais c'est pas ça qui fait l'intérêt du docu. Mais durant le tournage du documentaire, elle va divorcer de son mari, enfin le dernier en date. Il y en a eu vraiment énormément. Voilà, parce que c'est vrai que c'est compliqué de réaliser que tu restes follement amoureuse du mec avec qui tu n'es plus depuis maintenant quoi 20 ans. J'ai commencé la série Hello Tomorrow qui est diffusée, c'est un épisode par semaine sur Apple TV et j'adore. Pour le moment, j'adore. J'avais vu des retours très mitigés de journalistes qui ont vu tout
c'est 10 épisodes. Donc je l'avais lancé en me disant bon, et en fait, bah non, moi je suis rentré dedans complet et je trouve ça génial et pour l'instant j'adore. Donc j'ai vu les 4 premiers, c'est là où on en est. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce côté rétro-futuriste. Donc c'est une bande de types en fait qui, donc dans un passé imaginaire et étrangement futuriste. Voilà, donc il y a notamment surtout le personnage principal qui vend des villas sur la Lune. Voilà, c'est génial. Mais alors, est-ce vrai? Enfin, c'est excellent. Enfin, moi j'aime beaucoup en tout cas. C'est assez amer, c'est-à-dire que c'est drôle, mais c'est drôle avec quelque chose de très sombre, quoi, qui plane, mais c'est distillé de façon super subtile. Et je passe donc aux questions que vous m'avez envoyées. À quand une vidéo sur ta collection liée au groupe Ghost que tu dis adorer? Savais-tu que l'album Prequel a plusieurs versions de pochettes très subtilement différentes? Oui, alors c'est vrai que ça fait partie des vidéos dont je parle et c'est un peu comme des arlésiennes comme ça. Je vais faire et ça n'arrive jamais. Par contre, ouais, je t'ai préparé parce que c'était la première, j'ai tiqué dessus. Je t'ai préparé, oui. Alors oui, je le savais bien sûr. Mais non seulement je le savais, mais je suis suffisamment malade pour posséder toutes les versions, toutes les versions différentes. Donc que j'ai acquis d'ailleurs à la sortie de l'album en fait. Donc il s'agit du Cavalier. Le Cavalier, alors si vous n'êtes pas au courant, parce que tous les fans de Ghost le savent en principe. Par contre, tout le monde n'a pas eu la chance de réussir à obtenir toutes les versions différentes de la pochette, car évidemment, il y a des versions qui sont, qui étaient à l'époque de la sortie de l'album, aujourd'hui j'en sais rien, facilement trouvables pour un prix normal. Mais il y a quelques versions, et notamment la dernière, enfin celle que j'ai là, qui étaient uniquement imprimés sur des versions ultra collector où c'était super compliqué pour les obtenir et cher. Et aujourd'hui, j'imagine que c'est encore plus difficile. Donc voilà, alors je vais faire vite quand même. Il s'agit donc du Cavalier. Alors cette pochette, quand même, on va dire deux mots, elle est extraordinaire. Donc c'est le même illustrateur qui fait toutes les pochettes de Ghost depuis le Infestissumam, il me semble, donc le deuxième album studio, et c'est extraordinaire, les livrets sont fabuleux. Bref, donc là, sur ce visuel-là, on a à chaque fois une différence. Alors je vais vous mettre le doigt en dessous pour vous montrer, j'espère que ça va passer sans problème. Hop. Ah bah ouais, vous voyez, nickel. Voilà, donc là vous avez un cavalier là, voilà, juste là, au-dessus de mon doigt. Il est donc avec sa lance là. Il est ici donc à gauche. C'est vraiment gagasque comme vous allez voir, mais moi j'adore ce genre de petits trucs. Ici, tout d'un coup, il est à droite, au-dessus de mon doigt là. Vous voyez bien, il arrive en fait. Voilà, il vient de là, quoi. Hop, il est là. Et du coup, il n'est plus du tout de l'autre côté, voilà. C'est ça qui est cool aussi. Et d'ailleurs, les postures sont pas les mêmes. C'est pas un cavalier qui est déplacé, c'est que le cavalier ne fait pas la même chose. Il n'est pas dans le même, au même endroit. Et là, par exemple, là, c'est encore plus flagrant puisque le cheval est cabré et que il a un truc bleu là. Attendez, hop. Voilà, ici, je sais pas si vous le verrez bien. Voilà, juste là au-dessus de mon doigt. Voilà, le cheval cabré. Hop, et la dernière, il est tout devant, là, et son cheval tranquille qui boit, apparemment. Voilà, ici, il est juste là. Ah voilà, là vous le voyez vraiment super bien. Et d'ailleurs, ça c'est la version, donc, c'est une version super collector, l'entier, je sais plus comment on appelle ça, là, enfin bref. Peu importe. Et alors, cette version-là, c'était la plus dure à trouver, donc avec la pochette comme ça là, et à l'intérieur vous aviez un 45 tours ultra collector avec notamment, je me souviens de la reprise de Pet Shop Boys, It's a Sin, voilà, juste ici avec truc rouge magnifique, et une affiche. Hop, voilà, l'affiche magnifique. Donc voilà, et pour toutes les autres conneries Ghost, donc ce sera dans une autre vidéo. Que penses-tu de la polémique autour du film Vaincre ou mourir? Et que penses-tu du film? Eh ben, le film, je ne l'ai pas vu. Je rappelle que j'ai pas de carte illimitée. Et du coup, à chaque fois que je vais au ciné, c'est quand même une dizaine d'euros, quoi. Et je préfère acheter plein d'autres choses parfois parce que c'est pas des films qui me passionnent. Et Vaincre ou mourir, très sincèrement, ça me passionne pas du tout. Par contre, je trouve la polémique, mais j'allais dire ridicule. En fait, je la trouve pas ridicule. Je la trouve inquiétante. Voilà. Je trouve ça inquiétant. Voilà. Et moi, vous savez, on en a déjà parlé, je crois, dans d'anciens vlogs, et puis j'en ai parlé des fois sur des lives avec d'autres personnes. Tout ce qui vise à boycotter, c'est-à-dire en fait essayer d'interdire, mais ne pas y parvenir, et donc appeler au boycott, etc., et qui vise à nuire à des œuvres d'art, des œuvres artistiques, ça pue. Il n'y a pas de noblesse là-dedans, quoi. Condamner, argumenter, dire, par exemple, c'est une honte parce que, etc.
Mais là, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est il ne faut pas aller le voir. C'est un scandale que ce film existe. Alors non, c'est pas un scandale qu'un film existe. Enfin, c'est pas possible en fait. Mais là, je vais pas développer sur Milan, quoi. Donc, et en plus, les raisons ultra bidons par rapport à le fait que le financement c'est pas bien parce que c'est le Puy du Fou et Villiers je sais pas quoi. J'ai toujours envie de répondre en fait, dans ce cas-là, j'espère que tu as bien brûlé tous les films financés par Miramax et qui ont aidé Harvey Weinstein à détruire des femmes. Voilà, bon bref, je sépare l'œuvre de l'artiste parce que je sais aussi que on est tous perdants. Et après, tu vas te retrouver avec des gens qui vont t'expliquer que à ce jeu-là, il faut aussi brûler tout Lovecraft. Enfin, je ne connais, moi en tout cas, je ne connais personne dont toutes les œuvres qu'il a chez lui proviennent d'hommes remarquables, irréprochables. Donc malheureusement, c'est peut-être malheureux, mais oui, il y a un moment, et pour l'art, pour la survie de la liberté artistique, il faut séparer tant que c'est faisable. Je parle pas de gens qui ont tué des personnes. Bref, donc en tout cas le film, je n'ai rien contre. Voilà ça que je veux dire, je n'ai rien contre. D'autant que moi, quand je vois ce genre de truc en plus, ça me rend toujours nostalgique de Boutonna et tout. Je m'attends à ce que Farmer débarque tout d'un coup sur son cheval. Bref, aimes-tu Queen et Freddie Mercury? Que penses-tu du duo There Must Be More to Life Than This avec Michael Jackson? J'adore cette chanson, elle est extraordinaire. Et d'ailleurs, elle montre à quel point leur voix et leur personnalité, sans doute d'ailleurs, fusionnaient à la perfection, quel que soit le style. Parce qu'on a parlé dans le précédent journal de vlog, il me semble, de State of Shock, donc chanson ultra rock, musclée, etc. Et la version Jackson-Mercury, pour moi, c'est la meilleure. Et là, on est dans l'inverse, parce que c'est une chanson très lente, très douce, magnifique, super belle, mais voilà, très délicate, avec des vocalises beaucoup plus subtiles et tout, et ça marche de ouf aussi. Enfin, sinon, Queen, j'adore. J'ai découvert assez tardivement, grâce à Axl Rose, qui avait, dans une interview américaine, à l'époque, dans les grandes années de Guns N' Roses, avait dit qu'un de ses albums préférés au monde, c'était l'album de Queen, The News of the World. Et je ne connaissais pas ce disque, donc je suis allé l'acheter en bon fan de Guns. Moi jusque-là, je connaissais surtout la BO de Flash Gordon que j'avais. Et puis quelques tubes, les tubes de Queen que j'aimais beaucoup d'ailleurs, mais voilà, ça allait pas beaucoup plus loin. Et par la suite, j'ai régulièrement acheté les albums. Je me souviens de la sortie de The Miracle, qui a pas très bonne presse, mais que moi j'adore. Et j'aime encore plus Innuendo. Oh putain, magnifique disque. Et sinon, plus globalement, j'adore The Game aussi. En fait, j'aime énormément Queen. Alors, période donc Mercury, parce que maintenant il faut faire le distinguo. Je suis pas très fan de la démarche du groupe à la mort de Mercury, quand ils avaient fait notamment cette espèce de truc de casting, semi-casting, semi-reality show, là où il y a eu Adam Lambert, là, qui du coup a été sélectionné, qui a une voix géniale. C'est pas le problème. C'est plus sur la personnalité et le charisme. Vraiment, il n'y a rien qui se dégage de ce type, je trouve. Enfin bon. C'est vraiment inintéressant. Alors, ceci dit, sauf erreur, le groupe ne sort plus d'albums studio, ne compose plus et ne compose pas, pardon, avec Adam Lambert. Il se contente d'être tourné. Et je suis pas fan du tout de Adam Lambert. Que penses-tu du roman Dracula de Bram Stoker? J'adore, je l'ai lu il y a très 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 longtemps, mais j'avais été assez impressionné en fait, parce que c'est devenu tellement cliché le mythe de Dracula et tout ça, et vraiment lire le bouquin de Stoker, c'est quelque chose. Que penses-tu du roman Dracula l'immortel de Bram Stoker, la seule suite autorisée par la famille de Bram Stoker? Je ne l'ai pas lu parce que les retours étaient pas géniaux. Et du coup, je l'ai pas lu. Voilà, je suis pas suffisamment passionné pour. Voilà. Si j'avais vraiment été passionné, je l'aurais lu quand même pour me faire mon opinion. Mais là, j'avoue que je me suis dit bon, bof. Que penses-tu du film Dick Tracy de 1990 avec Warren Beatty, Madonna? Je l'ai vu à l'époque. Je me souviens que c'était fait défoncer et moi j'avais pas aimé de mémoire. Bref, il faudrait peut-être que je le revoie parce qu'aujourd'hui il y a quand même pas mal de semi-navets ou tout comme ça que je revois complètement à la hausse, parce qu'aujourd'hui le cinéma est devenu tellement chiant globalement, et il y a tellement moins de prise de risque alors à part des petits projets, quand on voit certains trucs, notamment les derniers Nicolas Cage et tout comme ça, mais il faudra peut-être que je le revoie. Connais-tu les groupes français Kulamaka et Forbidden Sight? Pas du tout, je n'en ai jamais entendu parler de ma vie, donc je vais par contre aller checker. J'aurais dû le faire avant, mais je le ferai maintenant. Mais non, mais ça m'étonne même d'ailleurs de groupe français. Mais alors, ça dépend peut-être du style musical.
Si c'est un style musical qui me parle pas du tout, c'est peut-être pour ça que j'en ai pas entendu parler. Que penses-tu du groupe Steel Panther qui parodie le glam des années 80? Hommage salutaire aux gaudrioles graveleuses. Alors c'est drôle parce que Steel Panther, vous êtes trois cette semaine à m'avoir posé cette question. Formulé un peu différemment, hein. C'est super étonnant. Enfin, alors j'ai vu qu'il y a un album qui vient de sortir il y a quelques jours, donc c'est peut-être pour ça. Je crois que j'en avais déjà parlé de Steel Panther d'ailleurs dans une vidéo, mais moi je déteste ce groupe, pas tant musicalement, même si musicalement je m'en fiche en fait, mais c'est un duplicata de trucs que j'ai adoré, donc en fait je peux pas dire que je déteste. Hommage salutaire aux gaudrioles graveleuses, pour moi c'est gaudrioles graveleuses de ouf, mais totalement assumé, donc c'est pas contre eux, mais c'est un groupe comique, totalement comique. Moi j'ai jamais aimé en musique, je crois que j'en ai déjà parlé, je n'aime rien de ce qui est drôle. Dès que c'est drôle, j'aime plus, je décroche complètement, quoi. C'est plus pour moi, quoi. D'ailleurs, c'était dans la dernière vidéo où je parlais de ce que fait Mathieu Chédid. M, c'est à la limite, mais par exemple les morceaux ouvertement comiques de M, c'est pas pour moi. Ils sont extrêmement bien fichus. Je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que moi je n'aime pas du tout. C'est une torture, quoi. Et ce groupe-là, un peu, c'est un autre problème, c'est que j'aime pas les hommes qui sont dans ce groupe humainement. C'est vraiment des gros cons, ils chient régulièrement sur des légendes de Alice Cooper, Nicky Six, etc. C'est des petits branleurs, enfin c'est des grandes gueules en fait, je sais pas comment dire. Et sous couvert de respect, machin, en fait ils ont pas vraiment de respect pour le heavy metal. Il y a Don Dokken aussi qui s'était frité avec le chanteur, qui avait eu des propos mais dégueulasses sur lui. Enfin, c'était une honte. Donc, c'est des gros connards en fait. Moi, je peux pas les saquer. Donc, ça m'aide pas à insister quoi. Mais quand le groupe est apparu, j'avais tendu l'oreille et je m'étais dit non, mais non, en fait non. Voilà. Donc, parce que pour moi, donc c'est uniquement du foutage de gueule. En fait, ils se font de la thune et tout ça en se moquant vraiment quand même de quelque chose que moi j'avais adoré. Donc en fait pour moi c'est pas drôle. Et d'ailleurs tous les mecs qui sont un peu sérieux dans la scène heavy metal et notamment les anciens de la scène glam metal, ils peuvent passer à qui ce groupe, hein. Ils sont pas dupes, hein. Que penses-tu du groupe Prayers? Le dernier album Cholo Goth est énorme, je le mets au même rang que Young Gods. J'adore Prayers, c'est un de mes groupes favoris actuellement en activité avec Ghost. C'est même les deux seuls groupes que j'adore. Alors je dis groupe, mais le pauvre il est tout seul maintenant là. Son binôme l'a lâchement abandonné pour former un autre groupe d'ailleurs qui est bidon avec la nana avec qui il s'est mis là. Bref, peu importe, mais Prayers c'est génial. Et le dernier c'était mon album de l'année d'ailleurs cette année. Ouais, c'est cette année. Il y avait Prayers et l'album de Ghost. C'était les deux albums de cette année. C'est même les seuls que j'ai vraiment adoré d'ailleurs. Donc ouais, moi je suis absolument écœuré parce que j'adorerais aller voir en concert et ils ne quittent pas les États-Unis. Mais bon. Quel film a eu plus d'impact entre Pulp Fiction et Le Dernier Samaritain? Alors, Pulp Fiction, enfin, à l'échelle planétaire, il n'y a pas photo, hein. Mais j'aime beaucoup Le Dernier Samaritain, d'ailleurs je l'ai revu il n'y a pas longtemps grâce à Mireille. Non, mais Pulp Fiction, c'est compliqué de lutter quand même. Je ne sais pas si tu connais Carpenter Brut, si oui, as-tu vu Blood Machine? J'ai vu Blood Machine, je fais partie de ceux qui voulaient beaucoup aimer, qui ont pas du tout aimé, donc voilà, tant pis pour moi. Et Carpenter Brut, j'adore, je connais très bien. J'ai découvert au premier ou deuxième EP, je sais plus. Le deuxième EP, quand le deuxième EP est sorti, mais donc il y a longtemps, hein. Enfin, il était totalement inconnu, quoi, encore. Et d'ailleurs, on avait pas mal discuté à l'époque parce que du coup, je lui avais fait un mot. On avait commencé à échanger et il avait découvert Syndrome. Il trouvait qu'il y avait des trucs géniaux. Donc, on avait pas mal parlé. Et voilà. Et après, ça a décollé et maintenant, ça marche de ouf. C'est carrément génial. Je trouve ça excellent. Et puis, Blood Machine, par contre, non. Là, vraiment, j'ai pas du tout kiffé. Je salue la démarche, mais j'ai trouvé que c'était chiant et moche en plus. Enfin, voilà, c'est subjectif une fois de plus, hein. Ton avis sur Hollywood Vampires? Alors, c'est le groupe avec Alice Cooper et Johnny Depp, si je ne me trompe. Je trouve ça marrant, quoi, mais je suis pas. C'est marrant, ils se font plaisir, c'est fun, quoi. Mais pour moi, c'est pas de. Enfin, j'ai rien, hein, bon. Je suis pas fan du tout. Alors que je les adore. Mais Hollywood Vampires, je trouve pas que ce soit absolument génial. D'ailleurs, c'est à peu près ce qu'on constate dans les retours et les critiques, tout ça. Qu'est-ce que tu penses de la remontada de Paul Verhoeven et de Rick Rubin? Rick Rubin, tiens, j'ai vu qu'il avait sorti un bouquin sur son métier, j'ai l'impression. Donc Rick Rubin, ouais, je trouve qu'il est pas. Enfin, la remontada, ouais, mais il n'y a pas encore. Alors c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de casseroles. Le nombre d'artistes qui lui chient dessus, c'est sans fin, en fait, hein. Moi, j'aime beaucoup, avant lui doit énormément, hein, Rick Rubin, mais Paul Verhoeven, c'est vrai que, bon, c'est pas encore extraordinaire, mais c'est vrai qu'il y a quand même Benedetta qui a marqué un vrai retour au devant, et aussi même pour les récompenses, tout ça. Et là, j'ai vu qu'il est sur un truc qui s'appelle
Young, je sais plus quoi. Enfin, un nouveau film, quoi, qui serait un film d'espionnage. Je crois que c'est en tournage ou un truc comme ça. J'ai vu qu'il y avait l'affiche avec plein d'infos. Marilyn Manson, Nietzsche sur Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg. Pourquoi Jimmy Iovine aime bien manager et produire des artistes sulfureux? Pourquoi fait-il ça? Je n'en sais rien du tout. Ouais, je sais pas. Enfin, Marilyn Manson, il est plus managé par personne. Hein. Il a perdu sa maison de disques et son manager dans la semaine des premières accusations. Et sinon, je sais pas trop. C'est un peu comme Doc McGee, pour ceux qui connaissent, qui a été le manager de Motley Crue, de Bon Jovi, de Kiss, enfin bon, c'est des mecs qui ont été, c'est des stars eux par eux-mêmes qu'en fait. Que penses-tu de la chute de Michael Mann et des frères Wayans et Dave Chappelle et Chris Rock? Est-ce que les acteurs des années 80-90 sont les enfants de Clint Eastwood et Bruce Lee? Non. Je suis pas. Alors, c'est la chute de Michael Mann, ouais, franchement, moi, ça m'a vraiment fait chier parce que j'ai tellement adoré ce mec, quoi. On lui doit tellement. Oui, et puis les autres que tu cites, c'est un peu pareil. Hein. C'est vrai que les actionneurs des années 80-90, bah là, il en reste pas grand-chose. Est-ce que c'était les enfants de certains films de Eastwood ou de Bruce Lee? Bruce Lee, je dirais non, parce que Bruce Lee, c'était vraiment. Enfin, je crois qu'il y en a qu'un qui est à peu près sérieux, mais les autres, c'est quand même très compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Mais si on n'est pas fan des cabrioles de Bruce Lee, c'est irregardable. Enfin, presque. Enfin, de mon point de vue. Hein. J'ai tous vu, mais j'ai pas repéré de grands films là-dedans. Enfin, si j'enlève la performance de Bruce Lee, quoi, à qui je voue une admiration immense pour tout ce qu'il a réussi à accomplir dans sa vie, puis même enfin plein d'autres raisons en fait. Mais Bruce Lee, lui, maintenant la film de Bruce Lee, non, c'est pas mon truc. Et Eastwood, les actionneurs, ils sont quand même très Eastwoodiens, j'ai envie de dire. Je sais pas si on retrouvait vraiment ça dans les actionneurs des années 80-90, tout ça. C'était encore autre chose, je trouve. Hein. Parce que Eastwood, c'est très Eastwood. Hein. C'est vraiment... Il y a comme un ton le mec réussissait à insuffler au film dans lesquels il jouait très tôt même. Hein. As-tu eu des poupées de L'Homme qui valait 3 milliards et de Super Jamie? Non, pas du tout, jamais. J'étais pas fan. Je regardais les séries. Hein. De toute façon, t'avais que 3 chaînes. Je peux dire que tu loupais aucun épisode de ce genre de truc. Donc L'Homme qui valait 3 milliards, j'aimais vraiment beaucoup. Super Jamie aussi, hein, de mémoire. Voilà, je regardais tout le temps. Mais j'ai jamais demandé, j'ai jamais rêvé d'avoir C'était le truc avec l'œil là où on pouvait regarder à travers la tête. C'était génial. Mais il était magnifique ce Big Jim, c'était comme un Big Jim quoi. J'avais un pote qui l'avait. Et il y avait ce truc où on pouvait changer la tête, c'était peut-être une autre version. Enfin, il y avait comme des masques clean qu'on pouvait changer. Oh, j'ai mis trop bien le son là, bref. Tu me montres des jouets fantastiques, mais as-tu encore des disques de ton enfance liés à des séries ou dessins animés? Et si oui, peux-tu nous en faire profiter? Et ben voilà, deuxième casserole que je me trimballe. C'est pareil, ça fait un an au moins, que je dis oui, je vais vous montrer les 45 tours et albums et maxi que j'ai encore de mes séries animées, tout ça machin d'enfance. Et je ne le fais pas. Donc voilà, c'est la même punition que pour Ghost. Je vais m'en occuper incessamment sous peu cette semaine. Voilà. Ah voilà. J'ai un excellent souvenir de la série Corky, un enfant pas comme les autres, Life Goes On en version originale que je regardais quand j'avais 16-17 ans de mémoire et qui traitait avec beaucoup de subtilité, en tout cas dans mes souvenirs, de handicap, mais aussi de tolérance, de féminisme, du sida. Je me demande si c'est encore visible aujourd'hui, si ça n'a pas trop vieilli. Est-ce que tu connais? Ouais, je connais bien Corky, un adolescent, pas comme les autres. C'était en France. Bah j'aimais beaucoup, hein, je regardais, hein, effectivement, je regardais. Et il y avait un ton qui rappelait un peu Arnold et Willis, c'est-à-dire que c'était très moralisateur et tout, mais c'était très bien écrit, de mémoire. Et comme tu le dis d'ailleurs, hein, comme tu le dis, beaucoup de subtilité. C'était assez intelligent. C'était même beaucoup plus subtil que Arnold et Willy, par contre. Ouais, c'était bien. C'était vraiment bien. Franchement, c'est pas une série dont on parle et qui nous vient à l'esprit. Je sais pas du tout si c'est visible aujourd'hui. J'ai pas vu passer de trucs genre de coffret, de machin. Je sais pas. Je sais même pas si ça existe en DVD. Tu es obligé de choisir entre Trent Reznor et Axl Rose. Oh putain. C'est les deux mecs. Franchement, hein. C'est les deux mecs. C'est mes deux dieux en fait des années 90, enfin fin 80 et toutes les années 90. Il y a eu vraiment Axl Rose et ensuite Reznor. Mais c'est des gens que j'ai admirés comme presque comme j'ai admiré Prince, Michael, tout ça quoi. Axl Rose, j'en étais dingue quoi. J'étais obsédé par ce mec quoi. Et Reznor aussi. Donc les départager c'est très compliqué parce que c'est pas forcément la même période. Et d'ailleurs je n'oublie pas que je dois à Axl Rose la découverte de Trent Reznor. Sans lui
Je pense que j'aurais fait comme tous mes potes, c'est-à-dire qu'on aurait découvert Nine Inch Nails un peu comme tous les Français, c'est-à-dire tardivement, après Downward Spiral. Parce que Downward Spiral, voilà, je le dis parfois en rigolant, mais moi et mon pote Hervé, on était allés les voir en concert au Bataclan, c'était à moitié vide. pour dire quand même, c'est la tournée dans mon Spiral, quoi. C'est que plus tard que ça commençait tout doucement à être un peu connu dans les milieux. Mais grâce à Axl Rose, j'ai découvert dès octobre 89, je crois. Donc alors là, l'album Pocket Machine n'était même pas sorti. Le premier maxi qui était Down in It. Donc si j'étais obligé, vraiment, je choisirais Axl Rose, certainement. Et parce que je me sens plus proche d'Axl Rose que de Reznor humainement. Combien de chansons as-tu composé et as-tu jamais songé à en écrire une sur ton idole Michael Jackson? J'ai découvert ta musique le mois dernier, je suis totalement devenu fan. Merci, ça fait super plaisir. Combien de chansons j'ai composé? Entre 300 et 400, je dirais. C'était des chansons terminées, je veux dire. Pas des bouts d'instru, ça j'en ai des milliers, quoi. Des chansons vraiment finies avec tous des textes que j'ai enregistrés, alors en démo éventuellement, c'est-à-dire pas mixé, pas masterisé, etc. Là ouais, au moins 300, mais beaucoup plus en fait, pas loin de 400 je pense. Par contre des chansons déposées à la SACEM, c'est-à-dire voilà, protégées, diffusées souvent, sorties, enfin en tout cas etc. Là je dirais un peu moins de 200. Et écrire une chanson sur Michael, je l'ai jamais fait, même s'il y avait une chanson qui s'appelait Jet Lag, mais qui n'est jamais sortie, il me semble, et dont le refrain disait à un moment donné, la nuit je rejoins mon idole assassiné au propofol. Et donc il était clair qu'il était question de Michael, mais voilà, c'était juste un passage d'une chanson. Par contre, à la mort de Prince, j'ai écrit une chanson entière pour lui rendre hommage, et c'était Minneapolis, qu'on trouve, je crois, sur SoundCloud, puis ailleurs. Je suis en train de me faire l'intégrale des Star Trek d'origine disponible sur Netflix. C'est la première fois que je peux les voir dans l'ordre et en version originale. Ça a un certain charme vintage pour le coup. Tu as déjà regardé ou tu es hermétique à cet univers? Alors je suis hermétique à cet univers, mais pas hermétique, hermétique c'est exagéré parce que ça fait plusieurs fois. J'avais tenté, donc à l'époque j'ai pas du tout aimé, j'étais Star Wars à fond, même si en réalité c'est très con de les opposer. Enfin je comprends pourquoi on les oppose, parce qu'il y a énormément de points communs quand même. Les vaisseaux, les planètes, les machins, et puis le phénomène, voilà, c'était science-fiction tout ça. C'est très différent pour le reste. Et le côté kitsch de Star Trek m'a toujours posé problème. Les pyjamas, le ton. J'avais tenté de me replonger dedans, enfin de me plonger dedans il y a genre 20 ans. Et ça l'avait pas fait, donc j'avais arrêté très vite. Mais si tu me dis qu'en plus c'est sur Netflix, c'est marrant parce que je l'ai pas vu annoncé sur Netflix. Netflix c'est quand même pas super bien foutu, faut dire. Donc je vais peut-être tenter, c'est peut-être maintenant que je vais retenter, ce sera la dernière fois par contre. S'il accroche pas, j'arrête. Team Anakin Skywalker ou Team Dark Vador, Vador, mais sans l'ombre d'un doute. Team Party All the Time ou Team What's Up With You featuring Michael Jackson. Ah oui, d'accord, 2 titres interprétés par Eddie Murphy. Alors What's Up With You avec Michael, je trouve la chanson bidon, mais nulle, vraiment nul. J'ai quand même le maxi CD quelque part, mais c'est vraiment nul. J'étais très déçu. Alors que Party All the Time, c'est un chef-d'œuvre. J'ai le maxi vinyle d'ailleurs avec Rick James. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre, voilà, vraiment. Donc, Party All the Time, mais sans l'ombre d'un doute. Nous venons malheureusement tout juste de perdre le maître Leiji Matsumoto, le père du plus grand des corsaires de l'espace. Que représente Albator pour toi? As-tu aimé son travail avec les Daft Punk dans Interstellar 5555? Et hop là, il vient d'apparaître par magie, Corsaire de l'espace. Et j'ai retrouvé, je savais très bien que je l'avais, le coffret édition limitée de Interstellar, qui est vraiment très très beau. Hop, vous voyez là. Moi je suis ultra fan des Daft Punk, j'ai absolument tout jusqu'à Random Access Memories que je déteste. Voilà, le dernier album studio, je ne l'aime pas du tout. Quand il est sorti, j'étais dégoûté. Je trouvais que c'était pas les Daft Punk, quoi. Trop de featuring, trop de putain, c'est pas du tout ce que j'aimais chez les Daft. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est un carton planétaire de taré, quoi. Et cette collab, elle est extraordinaire. Interstellar 5555, je l'ai revu d'ailleurs il y a pas très longtemps. Et c'est inouï de qualité, quoi. C'est intelligent, c'est émouvant, c'est génial. Albator, il a tellement compté. Quand Albator, c'était le deuxième héros de mon enfance, juste après Actarus.
Moi j'en ai eu trois, des gros héros d'enfance, du dessin animé je veux dire. Actarus, Albator et Ulysse 31. Voilà. Après, j'ai commencé à être un peu trop vieux. Et bien, il y a d'autres séries que j'ai aimées, hein, mais j'étais pas fan, j'étais pas, voilà, ouais, j'étais pas obsédé du tout. Donc les trois séries qui m'ont vraiment obsédé enfant, c'est Goldorak, Albator et Ulysse 31. Donc, mais Albator, il y avait un truc qui était particulier, c'était que il était très différent des autres héros, quoi. Et il était, déjà, il était pas musclé, il était ultra maigre, il parlait peu, il était fascinant, ténébreux, mais ténébreux, étrange et tout. Enfin, il y avait une sorte de fragilité chez Albator, et ça lui donnait un charisme de dingue, quoi. Et puis le côté, c'est-à-dire que les rares moments où justement il se battait, où il prenait des décisions agressives et tout, du coup, on était ultra impressionnés, quoi. Parce qu'on savait que c'était pas quelqu'un qui faisait ça qui cédait à ça, pardon, facilement. Et puis tous les plans où il tenait son verre, là, comme ça, là, en regardant l'espace. Oh putain. Moi, ça me faisait shifter complet, j'étais hypnotisé, quoi. On lui doit énormément, et c'est esthétiquement, on le voit bien, c'est le plus beau personnage, quoi. Enfin, moi, c'est le personnage que je trouve le plus beau dans le monde des dessins animés tout court, quoi. Et d'ailleurs, le logo de mon projet Syndrome, le S sur les os, est un hommage direct à Albator, évidemment. Team Love on the Beat ou Team You're Under Arrest? Ah, putain, difficile, parce que c'est mes deux albums préférés de Serge. Je dirais Love on the Beat, quand même. Je dirais Love on the Beat parce que en tant qu'album, vraiment, c'est-à-dire que si je prends vraiment tous les morceaux, vraiment, ça défonce. You're Under Arrest, pour moi, il est plus irrégulier. Et il y a des trucs, je suis pas fan, quoi. Team Is Probably Me ou Team Tears in Heaven de Eric Clapton. Alors, je suis pas fan d'Eric Clapton, je connais quand même évidemment les deux. Je dirais It's Probably Me que je préfère, même si Tears in Heaven. Mais non, mais ouais, en fait, non, celle-là, je suis pas fan. M2 Phil Collins, et si oui, quels sont tes albums ou titres préférés? Waouh, Phil Collins, ouais, j'adore. T'as vraiment des I Don't Care Anymore là, qui était qui était dans Miami Vice. I Don't Care Anymore. Quel chef-d'œuvre cette chanson. Après, il y en a plein. Enfin, les tubes. Franchement, les tubes de Phil Collins, c'est de la balle. Même I Wish It Would Rain. Quelle chanson terrible qui me crevait le cœur à chaque fois que je l'entendais à l'époque. No Son of Mine aussi. Enfin, pour moi, c'est un immense compositeur. Voilà. Donc, je sais qu'à un moment, c'était un peu la mode de lui chier dessus, mais pour moi, Phil Collins, c'est un mec intouchable en fait. Si tu, enfin, c'est-à-dire que te ramener dire genre Phil Collins, aucun talent, c'est de la merde. Là, pour moi, c'est même pas que je me dis ok, chacun ses goûts. Je me dis comment tu peux dire ça en fait. C'est un peu intouchable. C'est un peu comme Elton John, je trouve. Elton John, tu peux te foutre de sa gueule sur plein de trucs, mais putain, mais quel mélodiste de dingue, quoi. Enfin, les albums d'Elton John, enfin, c'est incroyable, quoi. C'est un génie, quoi, à sa façon. Aimes-tu la musique de M? Si oui, quels sont tes titres préférés? Ah bah c'est marrant, j'en ai parlé tout à l'heure. J'aime, mais c'est pas mon truc. Donc en fait, j'ai pas de titre préféré par contre. J'en vois pas ce que je pourrais te citer. Mais j'aime beaucoup. Enfin, il est très très doué. Enfin, donc moi j'avais déjà raconté, je crois, pendant au moins les 3-4 années avant le bac. Dans ma classe, il y avait le fils Chédy, donc Mathieu, et le fils Souchon, Pierre. Et alors autant, en fait Mathieu Chédy, il était super cool, on se marrait, c'était génial, et Pierre Souchon, c'était tout l'inverse, c'était vraiment, enfin pas dire du mal, du coup je vais rien dire. Mais donc voilà, donc M, gros respect, mais je sais pas trop pour moi. Comment as-tu vécu la mort et le fameux grand comeback de Bobby Ewing à l'époque? Ah mais non mais alors la mort, j'étais horrifié. Enfin j'étais enfant, hein, mais donc c'était un drame total. Je n'arrivais pas à y croire, je comprenais pas et tout, c'était atroce. Et alors le grand comeback, c'est quand même le plus grand foutage de gueule, doigt d'honneur à tout ce qu'on veut de l'histoire des séries, quoi. C'est-à-dire que la meuf, franchement, la meuf qui se réveille et le mec sort de la douche genre ah, je crois que ça fait 1 an que tu rêves, en fait. Enfin, ils se sont vraiment pas foulés, mais c'était drôle. En même temps, aujourd'hui, je trouve ça drôle parce que j'imagine quand même la réunion, ils se sont dit, putain, bon, genre, il accepte de revenir, du coup, le personnage revient, comment on va faire, quoi. Et vraiment, je pense qu'ils ont dû chercher plein de trucs qui étaient plus intéressants, puis qu'à un moment, il y a un mec qui a dit, ok, rien ne marche, on va juste dire qu'elle a rêvé. Donc c'était vraiment du foutage de gueule, mais c'était drôle. Que penses-tu de la saga Creed? Je n'aime pas du tout.
Pas du tout, du tout. J'aime bien le 1 et le 2 parce qu'il y a Stallone dedans. Le reste, ça m'intéresse pas. Ça ne m'émeut pas. Alors que pourtant, je suis super facile à émouvoir en principe sur ce genre de truc. Je trouve que le mec, il a aucun charisme. Si t'as pas la magie de Sly, en fait, pour moi, il reste rien d'intéressant en fait. Non, je trouve ça, je compte même pas le voir. Le Creed 3 là, j'ai vu un peu de quoi ça parlait. Il y a pas Stallone dedans, j'y vais pas. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Mais et je les ai pas alors que j'ai tout Rocky et tous les trucs machin. Je n'ai pas ni Creed ni Creed 2 et c'est un choix. Je n'en veux pas. C'est pas mauvais. Enfin le 1 était vraiment pas mauvais, mais c'était pas bon non plus. Enfin pour moi c'était pas intéressant. Le truc le plus intéressant c'était le travail du personnage de Balboa. Ce n'est que mon avis. Hein. Je sais que tu as eu la chance d'assister au concert de la tournée Parade et Sign of the Times de Prince. Et étant né en 86, je n'ai pas eu ce privilège. Entre parenthèses, même si j'ai vu Prince 2 fois en concert dans ma vie, je jalouse, maudit, emmerde et envie terriblement avec passion et respect bien sûr. Toute personne ayant vécu ces 2 tournées. Peux-tu nous raconter comment tu as vécu ces moments et aussi ce que tu t'es dit la première fois que tu as vu Prince en vrai? Alors ça remonte vraiment très loin quand même. Hein. Je me souviens que pour la tournée Parade, j'avais 14 ans. Les places étaient mises en vente à la Fnac rue de Rennes à Paris, pour les Parisiens en tout cas. Mais elles étaient en vente juste à une date précise. Et du coup on s'était levé genre à 4h du matin avec mon pote Tony. Et on était arrivé et on se disait, là, on est arrivé genre vers 5-6 heures. Et on se dit, là, c'est sûr qu'il y avait peut-être 10 personnes peut-être. Et on est arrivé. Oh putain. Il y avait déjà toute la rue de Rennes avec des gens qui faisaient la queue. Parce qu'il faut bien remettre dans le truc la folie que c'était Prince. Et donc voilà. Mais on a eu nos billets. Et j'ai toujours sous verre. Enfin, je le montre dans la vidéo sur ma chaîne sur les places de concert. Je me souviens que c'était extraordinaire. Il sautait dans tous les sens. Enfin, c'était une période où il était déchaîné. C'était génial. Et les impros, enfin les moments où ça partait en vrille, enfin c'était extraordinaire. Et tourner Sign of the Times, fabuleux. La première fois que je l'ai vu en vrai, ça m'a fait bizarre parce que c'était vraiment pour moi c'était comme un dieu vivant quoi. Et je me suis dit c'est fou en fait. Je me suis dit c'est dingue parce qu'il était c'était au Zénith la tournée Parade donc c'était en plus Zénith c'est petit quoi finalement. Et donc j'étais pas si loin. Et je le voyais vraiment bien. Ça faisait drôle, quoi. Ça faisait drôle de se dire cet être humain que j'ai vénéré sur un milliard de photos en écoutant sa musique pendant des centaines d'heures et des centaines d'heures. Il est là, il est juste là. C'était impressionnant. Est-ce que depuis que tu as créé ta chaîne, tu te sens plus épanoui? C'est ce que je ressens en tout cas. Bah oui, la chaîne, elle m'a fait vachement de bien sur l'ouverture en fait. Et aussi une forme de désacralisation de plein de choses. En fait, moi, je suis quelqu'un de très renfermé, enfin très renfermé. J'ai jamais été seul, j'ai toujours eu beaucoup d'amis, mais je suis quelqu'un qui est très compliqué de voir, par exemple. Ça, tout le monde se fout de ma gueule là-dessus. Hein. C'est que pour voir Alex, il faut vraiment le harceler pendant des années, enfin c'est compliqué. Je suis très sauvage, on pourrait dire, enfin je sais pas comment l'exprimer mieux. Quand j'ai lancé la chaîne autour de moi, mais tout le monde m'a donné 3 semaines avant de la fermer. Mais vraiment, et j'étais en fait au fond quelque part je me disais mais c'est évidemment que c'est eux qui ont raison. Évidemment que je vais fermer la chaîne à la 3e vidéo parce que c'est pas pour moi en fait. Ça ne colle pas à mon caractère en fait, je ne vais pas réussir à m'ouvrir aux autres, comme ça, de façon détendue. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir les premières vidéos. Détendu, on peut pas dire que je le sois. Mais putain, j'ai pas lâché, c'est incroyable. Je m'impressionne moi-même, me faire une petite fleur. Parce qu'aussi, il y avait mon passif, comme un mec qui a fait de la musique dans des conditions. Il y a des gens, ils pensent que je suis un psychopathe, enfin que j'ai vraiment un énorme problème. Alors j'ai peut-être un énorme problème. Hein. Je commence la musique, et je ne fais rien pour que ça décolle en fait. Mais c'est même pas ça, c'est je fais tout pour que ça décolle pas. Enfin, super étrange. J'ai quand même refusé deux c'est sûr, 2 signatures en label en major en plus, à mes débuts, plus quasiment une 3e, voilà. J'ai rechigné vraiment à protéger mes morceaux à la SACEM, etc. Il a fallu que la directrice de programmation de Radio Nova vraiment me botte le cul pour que je le fasse. Et c'est là que j'ai compris d'ailleurs que ah bah ouais mais tiens en fait du coup ton œuvre est protégée, plus tu gagnes de l'argent, plus bon bref. Et les concerts, les concerts, les tournées, les machins que donc j'ai refusé de faire depuis toujours. Et les gens comprennent pas pourquoi. Alors que j'ai eu des propositions, franchement j'ai eu honte de refuser quoi. J'ai eu des propositions de première partie de gros groupes par exemple qui m'auraient vraiment fait décoller je pense c'est mathématique quoi en termes de visibilité et j'ai refusé et des concerts dans des salles parisiennes mythiques et géniales des petites salles mais quand même et que j'ai refusé aussi parce que c'est parce que mon plaisir c'était de faire de la musique mais aller reproduire quelque chose que j'ai déjà créé avec tout le stress de me mettre devant des gens qui me dévisagent et tout c'est un truc que j'ai beaucoup de mal donc certains artistes sont galvanisés
Et pour d'autres, c'est une épreuve. Bah, pour moi, voilà, c'était très douloureux. Et puis après, je me suis rendu compte qu'en plus, c'est vraiment, ça ne m'intéresse pas. Donc la chaîne YouTube, c'est vrai que tout le monde m'a dit, ouais, mais bon, tu vas vite voir que tu détestes parce que des gens vont te parler. Et au final, quand je vois où j'en suis aujourd'hui, je suis super heureux. Et du coup, même des gens qui sont autour de moi, vraiment des proches, je veux dire, hein, me disent ça t'a quand même pas mal transformé en fait, et dans le bon sens. Et si oui, envisages-tu de reparler à ton père? Si c'est trop personnel, je comprendrais que tu ne répondes pas à ma question. Ah, j'avais pas lu tout, dis donc. Ouais, alors là, mon père. Le problème, c'est pas tellement que c'est trop personnel, mais enfin, ce serait trop personnel de rentrer dans les détails de pourquoi, etc., etc. Mais je fais pas mystère que je me suis fait traiter comme de la merde, quoi. Donc il y a un moment, j'ai tendu des perches, j'ai fait beaucoup de gestes envers lui et que il y a un moment il faut savoir ne pas insister. Et comme il m'a très intelligemment écrit une des dernières fois où il m'a répondu, parfois quand deux personnes n'arrivent pas à communiquer, c'est que il vaut mieux qu'elles arrêtent de communiquer. Mais bon, c'est tout un passif, hein, on veut pas expliquer non plus. Mais ce que je peux dire par contre, c'est que c'est pas moi qui ai un problème. Voilà. Enfin voilà. Et disons que les dernières fois que je lui ai parlé, je lui ai fait des lettres de 30 pages avec vraiment une invitation à remettre tout à plat, à se mettre vraiment les yeux dans les yeux, le truc clair et tout. Et j'ai eu des réponses de 4 lignes humoristiques pour me faire comprendre qu'il en a rien à branler, quoi. Donc voilà. Et je pense que quand les gens en ont rien à foutre de ta gueule, finalement que ce soit ton père et qui te le reprouve. Moi, mon père, ça fait 10 ans qu'il me prouve qu'il en a rien à foutre de moi, quoi. Donc c'est bon, hein, vas-y. En fait, on va s'arrêter là. Donc voilà, faut pas insister en fait, parce que les liens du sang, moi, c'est pas les gens les plus importants dans ma vie. C'est pas parce qu'ils sont de ma famille. Donc moi, la notion de famille. La famille, c'est celle que tu te crées dans ta vie, humainement. Si tu devais quitter Paris, dans quelle ville de France ou du monde aimerais-tu vivre? À une époque, j'aurais dit New York ou Los Angeles, et ça sonne ultra cliché, mais c'est parce que j'y étais allé que j'ai été extrêmement heureux là-bas. Le temps où j'y étais. Alors c'est des séjours, donc on peut voilà, y vivre, ça aurait peut-être été différent. Mais aujourd'hui, je dirais plus vraiment ça, parce que l'Amérique a énormément changé. J'ai quelques amis qui sont américains, et vraiment eux-mêmes ne reconnaissent plus les États-Unis. Enfin, mais c'est comme sans doute la France des années 80 aussi a énormément changé. Mais aujourd'hui, je vois pas de destination où je pense que je serais plus heureux, par exemple, que en France. Je sais pas. Il y en a sûrement, hein. Mais j'ai pas de. Sachant que je me vois pas vivre non plus sous un cocotier au bord de la plage. Enfin, c'est vraiment pas ma nature. J'adorerais ça pour des vacances ou des trucs comme ça, mais y vivre, je ne sais pas. Après, je dis ça se trouve, ça m'irait très bien. Je ne sais pas du tout. As-tu vu le film L'œil du tueur de 1987 avec David Keith qui joue le pote de Richard Gere dans Officier de Gentleman? Non, je l'ai pas vu, le titre me dit quelque chose, donc faudrait que j'aille vérifier et éventuellement que je me le reprenne pour le voir. Si tu devais faire un top 3 des films de Clint Eastwood, ce serait lequel? Donc des films réalisés par Clint Eastwood, tu veux dire? Un monde parfait avec Costner, là. Ce film me bouleverse à chaque fois. Après, il y en a pas mal que j'aime énormément, hein. Eastwood en réalisateur, c'est un tueur, quoi. Donc, je sais pas. Bon, alors, je mettrai quand même de côté les trucs genre Firefox, tout ça, que j'ai adoré à l'époque, mais putain, je l'ai revu il y a même pas 6 mois. Et ça a vraiment vieilli, hein. Mais enfin bon, pour moi, c'est vraiment un des plus grands réals. Question en rapport avec la précédente. Pour moi, Eastwood est un des réalisateurs qui parle le mieux de l'Amérique profonde et des petites gens. Ouais, alors carrément. Et en plus, alors ça se joue peut-être avec l'homme qu'il est. Je veux dire le côté. Eastwood, c'est un mec qui assume tout et je trouve ça assez respectueux. C'est d'ailleurs une énigme, Eastwood, parce que c'est voilà un mec qui est d'une droite dure américaine et qui pourtant s'est attiré la sympathie, le respect et même l'admiration de l'intelligentsia de gauche française. Et c'est très français, parce que pour l'avoir expérimenté, il est moins idolâtré humainement dans le reste de l'Europe, par exemple. Mais en France, alors que le mec, il est pas plus doux que Chuck Norris, politiquement parlant. Mais il a un truc de l'humain, enfin un regard sur l'humain, qui est extraordinaire. Et il a une capacité à le filmer qui est assez unique. Et je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est sans doute un des réalisateur qui a montré à travers certains de ses films un regard vraiment d'une, parfois dur, hein, mais d'une justesse totale sur une partie de l'Amérique profonde, voilà, qui est souvent en plus, enfin aux États-Unis, qui est souvent caricaturée, enfin tout ce qui est, je parle même pas forcément les redneck, tout ça là, mais juste même les gens d'en bas, enfin tout simplement. Et avec beaucoup d'amour mais un amour intelligent, enfin un amour à l'Eastwood, quoi. Donc voilà, donc totalement d'accord. Une question, aimes-tu Thierry Ardisson? Alors j'aimais beaucoup à l'époque de Lunettes Noires pour une nuit blanche. Salut les terriens, je commençais un peu à déconnecter parce qu'il y avait vraiment le côté vulgaire qui commençait à dominer tout.
Mais ça a été un immense présentateur à une époque. Il a fait avancer le métier, quoi, j'ai envie de dire, considérablement. Il a osé des trucs, il avait un ton, etc. Les grandes années avec Laurent Baffy, enfin c'était assez spectaculaire, même si régulièrement quand même ils allaient trop loin, je trouve. Enfin c'est pas qu'ils allaient trop loin, c'est qu'ils allaient du mauvais côté, enfin je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'ils invitaient des gens juste pour se foutre de leur gueule, mais c'était même pas finaux, et là c'était difficile à cautionner, je trouve. Parce qu'au final tu te disais, ouais en fait c'est un sale type, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé à une époque. Voilà. Après j'ai arrêté de regarder. Donc là je sais que ça fait, depuis Salutérien, je sais qu'il fait des trucs, mais ça m'intéresse plus en fait. Mais les émissions de télé m'intéressent plus de manière générale. Enfin je regarde très peu, pas du tout même en réalité. Pas du tout. Très peu. Non, pas du tout. Derrière toi je crois percevoir des coffrets j'ai lu de Stephen King, Tommy Knockers, ça, et le troisième c'est lequel? Mais c'est pas derrière moi, c'est ici. Ah putain, tu les as vus quand j'ai trimballé la caméra à la fin de l'épisode sur, enfin de la vidéo sur le heavy metal, puisqu'ils sont là. Et effectivement, je les ai montrés. Donc ouais, c'est les coffrets j'ai lu. Il y a Tommy Knockers, ça et le Fléau. Donc c'est le Fléau que tu n'as pas reconnu. Les trois seuls qui existent de l'époque, parce que moi j'adore, je collectionne en fait les éditions j'ai lu de Stephen King, vraiment de cette époque. Avec la période avec tranche noire et typo façon Arial en grosses lettres blanches que j'adore. Aimes-tu les Twisted Sisters? J'ai vu un documentaire sur Netflix et franchement j'ai trouvé très bien, assez touchant même. Idem pour le doc sur le groupe Eagles of Death Metal, nos amis, sur l'après 13 novembre, le lien entre le groupe et les fans français qui est très fort. Eagles of Death Metal, j'aime pas du tout, jamais aimé, mais je me souviens que j'avais un pote qui voulait aller les voir au Bataclan et moi j'ai dit ah non mais moi j'aime pas, donc ouais, je veux pas y aller, j'aime pas du tout ce qu'ils font, quoi. Et du coup je suis pas allé, mais en fait lui n'y est pas allé non plus parce que ça saoulait de pas avoir de potes, etc. Et Twisted Sisters, j'ai jamais aimé. Parce que un peu, j'en reviens toujours au même truc, hein. C'est comme j'en parlais avec Steel Panther, c'est que Twisted Sisters, alors c'est pas ouvertement comique, mais ceux qui connaissent le groupe vont comprendre très bien immédiatement de quoi je parle. C'est grand guignolesque. C'est pas impossible de prendre au sérieux, quoi. Et même les textes c'est super rigolo, enfin il y a plein d'humour et tout, et le maquillage, enfin c'est rigolo, c'est un groupe fun. Donc moi à l'époque j'aimais les groupes qui se prenaient au sérieux, quoi, qui étaient super sérieux. Et donc j'ai jamais aimé, et après j'aimais pas non plus la voix, voilà, du coup la voix de Dee Snider elle est quand même très spéciale, et voilà. J'ai quand même eu 2 albums parce qu'à une époque j'étais tellement fan de heavy metal que voilà, j'avais l'album avec la bouche d'égout qui se soulève là. Enfin, j'avais l'édition, en tout cas du vinyle, où on pouvait soulever la bouche d'égout, c'était génial. L'objet était magnifique. Et j'avais Love is for Sucker, avec la sucette. Un album qui est pas très bien vu, je crois, par les fans des Twisted Sisters, mais que moi j'aimais bien parce que il y a quelques chansons avec une prod, la prod est un peu différente, très 80s et tout. J'aimais bien cet album-là, qui était peut-être d'ailleurs plus sérieux, enfin il y avait moins de fun. Connais-tu le groupe Morphine, dont le chanteur... Non, je connais pas du tout. Dont le chanteur Mark Sandman est malheureusement décédé. Je ne sais pas vraiment comment qualifier leur musique. Pour moi c'est du rock avec un saxo à la place de la guitare. Je connais pas du tout ce groupe. J'ai jamais entendu parler. C'est horrible que le chanteur soit décédé, mais... Motley Crue ou Skid Row. Alors Skid Row, pour moi les 2 premiers albums sont les chefs-d'œuvre. Le premier album est Save to the Grind, le troisième beaucoup moins, et ensuite Sebastian Bach est viré, et j'aime plus du tout. Moi dès qu'il n'y a plus eu Sebastian Bach, je trouvais que Skid Row c'était de la merde. Aujourd'hui je trouve que c'est encore de la merde. Et voilà. Alors que Sebastian Bach, je trouve, fait pas que des chefs-d'œuvre, mais il a sorti quelques très bons disques dernièrement quand même, hein. Donc voilà. Et qui sonne totalement Skid Row. Motley Crue, je suis obligé de choisir Motley Crue quand même, parce que Motley Crue, il y a trop d'albums qui m'ont marqué, quoi, dans les années 80, par contre. C'est vrai qu'après, plus vraiment. Je crois que le dernier que j'ai vraiment aimé, c'est Generation Swine, et encore. Starsky Hutch ou Miami Vice, pour l'ambiance. Miami Vice, que j'avais revu intégralement il n'y a pas très longtemps. Il y a un truc, c'est comme un... Tu te fais un shoot, quoi. Enfin, t'es trop dans la puissance Michael Mann. Starsky Hutch j'aimais beaucoup au gamin, mais je sais pas si ça a très bien vieilli, et je sais pas si même c'est aussi visuel. Il y a le ton, bien sûr, mais il y a le côté, l'esthétisme. Alors, les pattes def et tout, ou les costards de Don Johnson, enfin maintenant ça avec les Ray-Ban et tout, ça a pas de prix, quoi. Phoenix ou Daft Punk? Ah bah Daft Punk quand même, hein. Voilà, parce qu'une fois de plus, comme j'ai dit tout à l'heure, Daft Punk, j'ai pas aimé le dernier album studio du tout, mais j'ai vénéré tous les autres, quoi. Donc non, Daft Punk de très loin. Cobra ou Albator? J'ai jamais aimé Cobra, jamais regardé, jamais aimé. Enfin j'ai regardé genre 1 ou 2 épisodes, je trouvais ça horrible visuellement. Et puis il y avait trop d'humour, c'était trop gaguesque, donc j'ai arrêté. Risky Business ou Breakfast Club? Oh putain, ça c'est ignoble. Je dirais Breakfast Business,
ou Risky Club, peut-être. Je peux pas choisir entre les deux. Je peux pas, c'est des films que j'aime trop, ils ont trop été importants dans ma vie. Et ils me hantent tous les deux, quoi. Enfin, Risky Business, peut-être si j'étais vraiment obligé de choisir, mais Breakfast Club, putain, c'est très très difficile, là. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, si tu m'obliges avec un couteau, là, comme ça, là, je pense quand même Risky Business. As-tu vu le film Hellraiser 2022? Ouais, je l'avais vu et j'avais été très agréablement surpris parce que j'en attendais rien du tout. D'autant que Hellraiser c'est quand même une franchise où c'est devenu assez rapidement de la merde. Et là, non vraiment, j'ai passé un bon moment par exemple. Et je trouvais que le film était pas con. Voilà. Donc j'ai bien aimé. Voilà, je dis franchement. Aimes-tu le film Just a Gigolo avec Bowie? Ah non, je me souviens qu'il s'était fait massacrer à sa sortie et là pour le coup je trouve que oui en effet c'était pas génial. Enfin massacré, non ça méritait pas d'être massacré mais c'est pas bon quoi. Bon moi, les deux bons films avec Bowie c'est Furio et Les Prédateurs. Le reste c'est comme Absolute Beginners, Labyrinthe. C'est drôle quoi, mais c'est pas des bons films, on peut pas dire ça. Quel est ton Chuck Norris préféré? Alors mon Chuck Norris préféré, j'aurais du mal à le dire parce qu'en fait j'en aime très peu, évidemment. Enfin j'aime pas Chuck Norris donc, enfin j'aime pas. C'est pas du tout pour moi. Mais il y en a deux que j'adore et que j'ai en DVD. Hein, je vous les avais montrés dans mes vidéos sur mes DVD. C'est Invasion USA. J'adore ce film. Là c'est vraiment le truc coupable. C'est pire que de regarder un porno quoi. C'est genre tu regardais Invasion USA avec Chuck Norris? Pas du tout. Je regardais un porno et je l'adore. Le look, mais tout, j'adore. J'adore Invasion USA. Vu au cinéma, sa sortie d'ailleurs à l'époque. Et ouais. Mais alors juste après, très très peu derrière, Portée disparue. Portée disparue, c'est un film que j'ai conchié pendant presque toute ma jeunesse, tout ça, etc. Parce que bah on le comparait à Rambo oui, alors oui. Alors que ça n'a rien à voir en fait. Et du coup je l'avais vu je crois, hein, je l'avais loué et j'étais tellement auto-fucké quoi en me disant non mais c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde que je me suis dit ouais c'est de la merde. Et je l'ai revu parce qu'il est passé à télé ou je sais pas quoi, enfin, mais dans des années plus tard, mais il y a vraiment longtemps plus tard. Et j'étais super fatigué, je crois que j'étais dans une chambre d'hôtel, il y a ça qui démarre et je me dis bah, il y a rien d'autre et tout. Et j'ai adoré. Merde alors. Putain, j'étais traumatisé, du coup j'ai eu du mal à dormir. Et du coup j'ai vu le 2 et le 3, et bah, le 3 bof, mais le 2 j'ai beaucoup aimé aussi. Les boules. Donc du coup, Portée disparue, j'aime beaucoup. Vraiment. C'est pour ce que c'est, hein. Je dis pas que c'est des bons films au niveau de Rambo, qui est un chef-d'œuvre. Mais en tant que film mal poli des années 80, bah moi je trouve ça génial. Et parce que le reste de la filmo de Chuck Norris, quand même, là par contre c'est irregardable pour moi. Hein. Même Hero, tout ça, il y a des trucs qui n'ont pas trop mauvaise presse, mais en fait, non, ça chie quoi. Donc les Chuck Norris, à une époque, je les ai tous faits pour rigoler. Puis pour ma culture de merde, mais donc je les ai tous regardés. Hein. C'est atroce, c'est absolument atroce. Sauf Invasion USA et les Portées disparues voilà, que j'adore. Et oui, et alors des fois que quelqu'un se pose la question, ouais, je regardais Walker Texas Rangers, mais c'était vraiment pas bon. Mais je regardais quand même. Hein. Voilà. Ne penses-tu pas que Stallone est sous-estimé en tant que réalisateur, alors que Rocky 2 et Rocky Balboa sont d'excellents films et que les montages de Rocky 3 et 4 sont extraordinaires? Évidemment, il est extrêmement sous-estimé, mais enfin. Il est sous-estimé par une certaine partie comment dire, du public et des critiques. Je crois pas vraiment, je crois pas qu'il est sous-estimé par le milieu, dans le cinéma. Je pense que les gens sont très conscients de son talent et de ses capacités, etc., etc. Et que c'est pour ça d'ailleurs que quand il a fait pas mal de merde ou d'erreurs de choix, on lui a rien pardonné. Parce qu'on savait que le mec, il a fait ses preuves, mais c'est au-delà de faire ses preuves. En tant que réalisateur, très tôt, et en tant que scénariste, enfin tout en fait. Et c'est aussi ce qui a contribué à ce qu'il soit un cauchemar pour les réalisateurs. Ça explique notamment pourquoi, contrairement à Arnold Schwarzenegger, Stallone n'a pas eu la chance ou la possibilité de tourner avec de très grands réalisateurs, contrairement à Arnold. Et je crois même me souvenir d'une interview d'Arnold Schwarzenegger où il en parlait et il disait, c'est parce que moi j'y connais rien. Moi je vais pas aller faire chier un réal quand il bosse, hein, parce que j'y connais rien. Donc je reste à ma place en fait. Je suis acteur, c'est déjà formidable. Je suis déjà passé de Monsieur Univers à acteur. Je suis content. Alors qu'il disait Sly, lui, vous allez pas lui apprendre en fait. Donc il regarde le réal faire et dit mais non, moi j'aurais pas fait ça. C'est compliqué en fait. Et du coup il s'en mêle et du coup ça crée des clashs et du coup de machin et donc il y a un moment voilà. Mais oui, ce sont d'excellents. Enfin les films que Stallone a réalisés ou coécrits ou écrits, etc. et qui sont excellents et ouais il y en a pas mal et c'est pas juste excellent, c'est fabuleux quoi. Que penses-tu du cinéma de Fellini? Alors c'est pas du tout un cinéma que j'aime du tout. J'en ai vu 3, j'ai vu la Dolce Vita, Satyricon et 8 et demi je crois. J'en ai aimé aucun, même enfin
c'est des bons films, hein. Mais aucun ne m'a plu, quoi. J'aime pas le ton, j'aime pas la façon dont c'est fait, j'aime le style Fellini, quoi. J'ai entendu dans une de tes vidéos que tu as des bouquins sur Mylène Farmer. Peux-tu nous dire lesquels? J'en ai pas énormément par contre, hein, mais attendez. Alors je suis allé regarder, j'avais une biographie, je ne sais plus où elle est. Il y en a eu énormément des biographies sur Mylène, toutes apparemment plus médiocres les unes que les autres, mais il en existe une qui fait un peu office de Bible, et je ne sais plus comment elle s'intitule, je sais que je l'ai quelque part, mais voilà, je l'ai pas sous la main. Donc voilà, si jamais ça intéresse quelqu'un qui me le dise en commentaire et j'irai regarder, je prendrai plus de temps pour aller la retrouver. Sinon, j'ai toujours un vieux truc, voilà, ça c'était je crois d'ailleurs que c'est le premier livre un peu beau quoi, qui est sorti sur elle à la fin des années 80 et que j'avais acheté au Virgin Megastore, je m'en souviens ultra bien, qui est très beau d'ailleurs, avec beaucoup de photos, c'est un très très beau livre, hein. Il y a même des trucs, enfin voilà, c'est vraiment très beau et je l'aime beaucoup. Je sais pas du tout, je pense pas que ce soit rare mais c'est vraiment un très bel ouvrage. J'ai ce truc là qui est génial, que moi j'adore, l'ultime référentiel. Voilà, donc pour ceux qui, par exemple mon pote Stéphane Mialet, toi tu as sûrement des trucs comme ça sur Michael. C'est un référentiel des collections en fait. Donc mais tout, il y a tout, c'est impressionnant, c'est un pavé, hein. C'est comme un livre d'art là. Et vous avez tout qui est référencé, donc toutes les éditions, les trucs collector, tout est... mais c'est dingue, c'est absolument dingue. Et tous les supports, les tirages, mais c'est même plus limité, c'est des trucs qui ont été faits à 10 exemplaires pour certaines personnes dans certaines maisons de disques. Enfin, c'est absolument génial. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de truc. Enfin, mais voilà, donc c'est vraiment une mine d'or et moi je trouve ça très drôle de voir enfin moi j'adore, hein, c'est côté voilà. Donc voilà, donc j'ai ça et c'est tout en fait, hein, tu vois, c'est pas extraordinaire, hein. Est-ce que tu nous feras un top de tes romans d'horreur préférés prochainement? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce que tu as lu L'ami imaginaire? Non, je vois pas ce que c'est. C'est le roman qui m'a fait le plus peur depuis X. Ah, X, c'était génial, hein. Putain, encore merci à vous pour cette découverte. L'ami imaginaire, je vais aller voir ce que c'est. Comme là, tu me dis pas l'auteur, mais je vais le trouver. As-tu vu le documentaire en 4 parties qui s'appelle Janet Jackson, qui peut expliquer en partie la chute de qualité de l'inspiration, les flops qu'elle a eu? Va-t-elle réussir enfin à revenir au top avec le nouvel album qui sort? Il est sorti, je crois, oui, là, ces jours-ci. Ou est-ce vraiment la fin de sa carrière? Moi, je pense que Janet Jackson, c'est terminé, quoi. Vraiment, sincèrement, hein, je serais sur le cul si elle réussit à exploser les charts américains à nouveau, à refaire un tube planétaire. Enfin, j'y crois plus du tout. Voilà. Donc personnellement, je n'y crois plus, mais je serais tellement heureux de me gourer, quoi. Franchement, hein. Voilà. C'est pas tellement que c'est la fin de sa carrière, parce qu'en fait, c'est ce genre d'artiste, elle peut encore sortir 4-5 albums qui marcheront pas vraiment, parce c'est Janet Jackson quand même. Donc on va lui redonner les moyens de le faire, je pense, hein. Un certain nombre de fois, même si à chaque fois c'est des bides. Est-ce que tu te teins les cheveux? Là, quand je vous disais que les questions elles partent dans tous les sens, c'est magnifique. L'instant coiffure. En tout cas, je suis jaloux de ta tignasse. Je suis plus jeune que toi et je n'ai plus rien. Oui, mais c'est comme faire jeune, hein. On me dit tu fais jeune, tu fais plus jeune que ton âge, etc. Ouais, mais ça, bon, ça durera ce que ça durera, hein, mais ça sera pas. Il y a un moment où je vais faire vieux, comme tout le monde, hein. Les cheveux, c'est pareil. D'ailleurs, les cheveux, j'en ai perdu quand j'avais 30 ans à peu près. J'en ai perdu plein, mais j'en avais tellement avant. Enfin, j'avais une telle masse que ce qui reste, c'est ça. C'est assez étonnant comme parcours en fait. Capillaire. Par contre, oui, je l'éteins. Mais je l'ai déjà dit, je sais plus qui m'avait demandé ça il y a très longtemps. Mais je l'éteins depuis hyper longtemps. Je l'éteins pas du tout pour couvrir des cheveux blancs. Maintenant, ça couvre les cheveux blancs, mais c'était pas du tout la démarche. Je les ai éteints quand j'avais, je pense, genre la trentaine, 35 ans, comme ça. Et c'était pour des shootings photos en fait. On m'a teint les cheveux pour un shooting, on m'a dit ça t'embête pas si on te teint les cheveux? Non, pas du tout. Et on me les a teints en noir. Moi je les avais châtain foncé, voilà. Et je trouvais que c'était trop cool noir en fait. Et aussi un autre truc, c'est que j'avais pas compris que en fait tu peux faire ça en 10 minutes sous ta douche chez toi. Enfin en fait c'est pas du tout compliqué en fait. Alors c'est compliqué si t'es une femme et que tu fais un truc un peu sophistiqué, j'imagine, mais quand t'es un mec et il s'agit juste de te faire un truc de base, ça prend vraiment 2 secondes. Donc
Donc je me suis plus jamais arrêté, parce que je trouve ça cool. Donc voilà. Donc oui, évidemment, oui. Non, par contre, je connais pas de personne qui ait plus de 50 ans avec les cheveux naturellement noirs. Toi qui es un grand fan des années 80, que penses-tu de l'époque actuelle? L'époque actuelle, je vais encore faire mon Michel Sardou, mais c'est de la merde. C'est de la merde, on peut plus rien dire, plus rien faire. Non, mais l'époque actuelle, je trouve elle est quelque part, elle est fun, parce qu'il y a quand même il y a quand même des chouettes choses, quoi. Faut être honnête, hein. C'est pas tout noir, tout blanc, quoi. Il y a quand même des chouettes choses, mais si je compare, là, tu dis par exemple, en tant que fan des années 80, c'est une époque qui à la fois est géniale parce que les années 80 dominent totalement notre époque, enfin cette époque. Donc c'est chouette pour moi, enfin pour tous ceux qui aimaient les années 80. Et de l'autre côté, c'est un peu déprimant parce que tout ce qui n'est pas influencé par les années 80, enfin pas tout, mais une écrasante majorité, je trouve, hein, est très médiocre. C'est pauvre, vraiment sincèrement. Hein. En matière d'art, notamment, enfin, c'est vraiment, c'est complètement éteint, quoi. Ou influencé, mais influencé, écrasé, quoi, par l'influence d'autres périodes passées. Et alors, en termes de société, vraiment, voilà. Sinon, pour parler c'est une catastrophe aussi, je trouve. Même s'il y a des choses qui ont changé et c'est très bien. Enfin, dans les années 80, on pouvait fumer dans les salles de cinéma. Enfin, voilà. Hein, je veux dire que il y a des choses qui ont changé, c'est pour le mieux, évidemment. Voilà, moi, j'assiste à ça. Je suis ravi par exemple, je suis vraiment ravi, mais ravi, quoi, d'être de ma génération. Je suis super heureux. Pour rien au monde, je voudrais être, par exemple, jeune là aujourd'hui, quoi. Mais vraiment pas. Je suis super content d'avoir été un enfant des années 70, un ado des années 80, un jeune adulte des années 90. Vraiment, je suis très très très. Je m'estime même chanceux en fait. Voilà, l'époque actuelle, c'est quand même un peu de la merde. Pour faire un résumé, c'est-à-dire que je pense pas que, par exemple, c'est vrai qu'en 2000 déjà, on se disait, pas moi, hein, mais le monde se retournait et se disait, merde, il y a 20 ans, putain, les années 80, c'était ouf quoi. En 2000. Depuis, on s'est pas calmé en fait. Depuis, ça n'a pas dégonflé cette influence des années 80. Je pense pas qu'en 2030 ou en 2040, on va se retourner et se dire, mais putain, mais en 2020, c'était dingue. Je pense pas. Artistiquement en tout cas, et même en créativité, et alors encore moins en relation humaine, quoi. As-tu vu le classement Rolling Stone qui classe les 200 plus grands chanteurs-chanteuses de tous les temps? Michael est 90e, je crois. Bob Marley est encore plus loin dans le classement. C'est une honte. Ouais, j'ai vu passer ça, et vaut mieux en rire en fait. Donc, il y a aussi Robert Smith qui est je sais plus combien. Non mais c'est de la bon, de toute façon mais ces classements ça peut être de la merde de toute façon. Mais là j'avoue que ils ont fait très fort, c'est n'importe quoi. J'ai regardé le début, ça m'a tellement vénère que j'ai arrêté. Donc voilà. Que penses-tu des groupes Rage Against the Machine et System of Down? Et aussi Journey dans un autre style. Rage Against the Machine, j'adorais le premier album. Après j'ai un peu décroché parce que autant je trouvais que le premier album il fourmillait d'idées. Après c'était le développement de leur style, quoi. Franchement il y a eu de très bons disques, mais c'était moins, je sais pas, ça m'a moins touché, quoi. Mais le premier je l'ai, c'est chef-d'œuvre. System of Down, j'ai jamais vraiment accroché par contre. Voilà, juste c'est personnel, quoi. Journey, j'aime énormément. J'ai pas d'album, j'ai un best-of. Et parce que là, en l'occurrence, c'est le groupe typique où c'est vraiment les tubes que je kiffe. Mais les tubes, ils sont extraordinaires. Extraordinaires. Je viens de découvrir Steel Panther. Ah voilà. Mais vous avez été au moins trois à m'en parler. Steel Panther. En regardant leur clip et en prêtant attention aux paroles, j'arrive pas à savoir si c'est de la parodie ou de l'hommage. Non, c'est pas enfin pour moi, c'est pas de l'hommage, c'est vraiment de la parodie. Et justement, ouais, tu parles des paroles et les paroles. L'humour graveleux, c'est même pas de l'humour, enfin, c'est pas possible. Moi, en plus, c'est comme, en fait, Steel Panther, les vannes, c'est comme les films, les comédies où toutes les plaisanteries vont être au-dessous de la ceinture. Moi, ça me fait pas rire, en fait. C'est personnel, mais ça ne me fait pas rire, quoi. Donc, ça peut pas me toucher. Est-ce que vous voyez de temps en temps avec les autres youtubeurs, John Ali, Merej, Dirty Tommy? Bah moi non. Je sais pas s'ils se voient entre eux, voilà. Mais John Ali, je sais qu'il voit pas mal de youtubeurs, enfin il en rencontre pas mal. Mais je sais pas trop. Dirty Tommy, bah vu qu'il est à La Rochelle, il me semble, c'est peut-être moins facile aussi. Par contre, John Ali, il est prévu qu'on se voit. Je dois voir Miko aussi. En fait, c'est pas qu'on n'a pas. Enfin moi en tout cas, c'est pas que j'ai pas du tout envie. J'adorerais les voir, prendre un verre, ce serait super sympa. Mais c'est que c'est pas forcément hyper facile. Moi, je vais assez rarement à Paris, par exemple. Et quand j'y vais, mais j'ai même pas le temps de voir mes vieux potes de 20 ans. En fait, j'ai des plannings
C'est compliqué. Il faudrait que je reste vraiment plusieurs jours à Paris, que je puisse un peu flâner. Pour l'instant, j'y arrive pas. J'arrive pas à débloquer des journées comme ça. Mais moi, ça me ferait super plaisir. Non. Mais je serais ravi que ça se fasse. Est-ce que tu regardes regardé la série Creepshow? Ouais, je l'avais vu, mais j'avais été super déçu par rapport au premier film. Mais je crois qu'il y avait quand même quelques trucs sympas. Est-ce que c'est vrai que tu es fan de Spawn? Je l'ai été. Je fais même partie des victimes du premier film. Je suis allé voir au cinéma. Putain, au cinéma de convention, je me souviens, c'était horrible. Oh, je suis sorti, j'ai envie de pleurer, quoi. Et j'ai presque tous les spawns, alors du numéro 1 au numéro je sais plus combien, en français, enfin après ça, les premières éditions françaises. Je crois que je les ai tous jusqu'à je sais plus quel numéro, mais j'en ai au moins une cinquantaine. Donc voilà, ouais, mais j'adorais au début, j'adorais l'univers, tout, je trouvais que c'était génial, et puis après j'ai un peu lâché l'affaire. Qu'est-ce que tu aimes tant dans Le Monde Incroyable de Gumball? Alex, ça me fait rire que tu aimes ça. Ce que j'adore dans Gumball, c'est l'humour. L'humour me fait rire, mais je suis tombé un jour par hasard sur un épisode de Gumball où il jouait à un jeu, je sais plus comment, c'est quoi le titre de l'épisode, mais il joue à un jeu genre Jumanji, et ça part en vrille. Mais c'est tellement drôle, j'en pouvais plus, je riais, j'en avais mal au ventre, quoi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce dessin animé de malades mentaux? Et du coup j'ai commencé à regarder, parce qu'à l'époque en plus ça touchait ça touchait pile poil le fils de ma chérie, qui était, je sais plus quel âge il avait, quoi, mais donc il était fan de Gumball, quoi, il regardait. Et du coup chaque fois qu'il y avait Gumball, il m'appelait, il disait, hey, il y a Gumball. Et donc j'arrivais, on regardait, on se marrait tous les deux comme deux cons. Et vraiment, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Donc c'est l'humour en fait ce qui me plaît. Le design est très audacieux, j'aime beaucoup. Mais ce qui me fait vraiment hurler de rire, c'est les intrigues, l'humour, les vannes, quoi. Et voilà, je trouve ça incroyable. Et Gumball, même sa gueule, et puis même ses relations, le chat et le poisson, quoi. Non, mais c'est un chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je suis dégoûté, hein, mais dégoûté parce que j'aimerais. Je sais que j'en ai raté 1 milliard au fil des diffusions et rediffusions. Et à ce jour, sauf erreur, mais normalement non, il n'y a pas d'endroit, enfin il n'y a aucun moyen de regarder l'intégrale pour être sûr de rattraper ce que tu as raté éventuellement ou de revoir machin. Voilà, il n'y a pas l'intégrale de Gumball sur Netflix ou sur un autre truc. Et il n'y a pas d'intégrale DVD. Je comprends pas pourquoi. Il y a eu un DVD avec quelques épisodes que j'avais acheté d'ailleurs, mais c'est rien du tout. Je crois qu'il y a 6-7 saisons. Donc voilà, donc moi je suis en recherche d'épisodes de Gumball, en fait. Je t'ai vu parler en bien de Dolly Parton et ça m'a surpris. Personnellement, je l'adore. Peux-tu nous en dire plus sur ton lien avec cet artiste? Ouais, Dolly Parton, ça surprend parfois quand je dis que j'adore cette femme. Je suis pas fan de country. J'ai même beaucoup de mal avec la country. Vous vous souvenez peut-être de ce que j'ai raconté sur Yellowstone. Et pourtant, Dolly Parton, il y a des chansons qui sont tellement bonnes, quoi, que les arrangements country ne me dérangent plus. Enfin, pas. La compo est trop bonne, quoi. Alors, ça inclut pas mal des tubes de Dolly Parton. Et donc, j'adore cette femme. Humainement, c'est une warrior. En fait, c'est comme j'adore Tina Turner, par exemple. Alors, Tina Turner, j'aime beaucoup aussi sa disco, sa voix, tout ça. Mais c'est son caractère. C'est des guerrières, quoi. Et Dolly Parton, son humour. Moi, à chaque fois ce que j'adore, c'est les interviews de Dolly Parton. Ouais, la première à se moquer d'elle-même, mais avec tellement d'intelligence et ce qu'elle a accompli. Enfin, d'Hollywood, tout ça. Faut un peu. Après, en France, elle est tellement pas connue que aux États-Unis, c'est une légende incroyable, en fait. Le jour où elle va disparaître, ça va être un choc, hein. Et ouais, tout ce qu'elle a accompli, enfin, dans sa vie, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Une force de caractère et une intelligence dingue. Et j'adore son audace, enfin voilà, même son look, elle en a rien à foutre de comment elle est jugée. Enfin, donc par exemple, je n'ai pas, enfin si, j'ai quelques albums de Dolly Parton, mais je dois en avoir 3, donc c'est pas énorme. Par contre, j'ai son autobiographie que j'avais acheté donc en anglais. Je crois pas qu'elle a été traduite en français, sauf erreur. Qui est un pavé, mais qui est passionnante, et c'est vraiment l'American Dream. Alors là, on y est complètement, même si son parcours en tant que femme dans un milieu d'hommes, de misogynie et de machin, et en plus c'est on parle des années 60 pour le moment où vraiment elle s'élève, puis 70, et puis bon après ça y est, elle stratosphérique, quoi. Enfin bref, c'est passionnant. J'aime tellement Dolly Parton que je regarde tous ses films. Mais et j'adore ça, je l'adore en tant qu'actrice aussi. J'adore son jeu, je trouve qu'elle est géniale. Donc là, je suis allé chercher les DVD que j'ai, donc j'en ai quelques-uns. Straight Talk, c'est franc-parler, je crois, avec James Woods. Alors moi en plus, qui adore James Woods, là j'ai les deux.
une comédie typiquement Dolly Partonesque, c'est-à-dire très légère, voilà, l'américaine, mais que j'adore parce que Dolly Parton. Elle crève l'écran, elle est géniale, c'est trop drôle. Alors ensuite j'ai Rena Stone, donc voilà, avec Sylvester Stallone. Alors là on est vraiment sur un très 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 mauvais film, hein, par contre. Mais Stallone et Dolly Parton, là le combo, je peux même pas dire que j'ai pas pris du plaisir quelque part à le regarder, alors que c'est vraiment pas bon. Mais parce que ils sont tous les deux, ouais, je les adore, donc je suis pas très objectif. Blue Valley Songbird, très chouette film. Bon, il faut vraiment aimer La Cage aux poules. Que dire, il y a des films un peu barrés, hein, comme ça. 9 to 5, je sais plus comment ça s'appelle, comment se débarrasser de son patron, je ne sais plus. Enfin, grand film ultra classique et qui est génial, celui-là, comédie absolument superbe. Smoky Mountain Christmas, c'est un peu quand je vous dis que j'ai vraiment de tout, voilà. Unlikely Angel, c'est des comédies américano-américaines, c'est tellement, ça dégouline de partout, c'est complètement niais et tout, mais c'est feel good, c'est presque porn tellement c'est feel good. Potin de femme, alors très bon, alors ça très bon film par contre. Voilà. Il y a aussi, mince, j'en ai un autre, où est-ce qu'il est, celui-ci, un film complètement barré que moi j'aime bien. Avec Dolly Parton. Et alors il y a un film que j'adore qui s'appelle Wild Texas Wind avec Gary Busey d'ailleurs dedans, qui est excellent, qui n'existe pas en DVD. Voilà, c'est passé sur Canal+, dans les années 90, je me souviens très bien, je l'avais enregistré, mais il y a des problèmes de droit visiblement, et il n'y a aucune sortie même américaine, hein, de ce téléfilm, alors qu'il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup de fans qui ont été marqués. C'est un film très dur où il est question Dolly Parton est une femme battue. Enfin, c'est assez violent et j'adore. Mais impossible de le trouver en physique parce qu'il n'existe pas. Donc voilà, donc j'avais trouvé à une époque en RIP machin, mais l'image était pas géniale. Du coup, il n'existe aucune version avec l'image vraiment propre et tout, ça fait chier. Et dernière question, que penses-tu de Bauhaus? J'en avais parlé dans un journal de vlog, mais je sais plus lequel. En fait, j'ai jamais accroché à Bauhaus. C'est comme Joy Division, ça fait partie des trucs que j'arrive pas à accrocher, alors que je devrais, hein. Mais voilà. Alors j'ai l'album de Bauhaus, j'en ai qu'un, mais que j'aime beaucoup, hein, par contre que j'adore. Celui où il y a un arbre là, avec la chanson Antonin Artaud dessus d'ailleurs, qui est génial. Et le reste de Bauhaus, je suis pas très fan. Il y a des morceaux que j'aime beaucoup, les tubes, enfin les tubes de Bauhaus, c'est pas des tubes planétaires, mais les tubes j'aime beaucoup aussi. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est pas comme Sisters ou je sais pas quoi. C'est pas un groupe où j'ai tout et où je connais bien et où j'adore tout, etc., etc. Et c'était la dernière question. Je vais m'arrêter là. Du coup, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.